Rated T for Teen. Each year, thousands of adults lose their shred. It's an epidemic simply known as shred loss. But it doesn't have to be this way. Because rekindling your shred is as easy as playing the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4. With new parks, cross-platform multiplayer, and sick new game modes, we can put an end to shred loss everywhere. Get the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and show the world that the shred's not dead. Pre-order Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and play the Foundry demo. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly. Salut à toutes, salut à tous. Est-ce que vous avez des petits frissons? Est-ce que vous avez les poils qui se hérissent? Est-ce que vous trépidiez d'impatience pour ce 112e Tour de France? La plus grande course cycliste du monde, tout simplement. C'est même, après la Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques, l'événement sportif le plus regardé dans le monde. C'est pas parce qu'on est français qu'on s'intéresse au Tour de France ou qu'on en fait trop. C'est vraiment un événement incroyable. Des millions de personnes le long de la route qui vont assister gratuitement à cette course pleine de suspense, d'histoires, de drames, parfois de très belles histoires, souvent plein d'enjeux. Le vainqueur final, mais pas que, les maillots distinctifs, les étapes. C'est la grande messe du cyclisme mondial et tous les meilleurs sont là. Et bien sûr, le tenant du titre et le grand favori Tadej Pogačar, qui sera l'homme à battre sur ce Tour de France. Et en vérité, il n'y a qu'un seul autre homme qui peut le battre, on va le dire à la régulière, parce qu'il y a toujours la possibilité d'imprévu, de chute ou d'incident. C'est Jonas Vingegaard. Les autres coureurs semblent se batailler, notamment pour le podium, avec une lutte à 3 pour la 3e place, a priori, entre Roglic, Evenepoel et l'équipier de Tadej Pogačar, Joao Almeida, qui semblent tous les trois un petit peu les 3 meilleurs outsiders. Et il y a plein d'autres coureurs qui vont se battre pour peut-être un top 5, un top 10, mais sans grand espoir évidemment de terminer avec le maillot jaune à Paris. Des coureurs comme Enric Mas, Carlos Rodriguez, Matthias Kielmose, Félix Gall, Oscar Onley, Tobias Johannesen, Ben O'Connor, voire Steph Kras ou Guillaume Martin. Voilà les coureurs qui vont se battre pour le classement général. Mais ils ne seront pas nombreux au final parce que on sait que les 2 premières places même, sont déjà attribuées aux Slovènes et aux Danois. Et donc, il y a beaucoup de coureurs qui, eux, voudront plutôt aller chercher les étapes. Alors, les étapes de montagne, il faudra attendre. Pour une fois, il n'y a pas de grosses étapes dès le début. Il faudra attendre la 12e étape pour voir la première étape de montagne et la première arrivée au sommet. Par contre, ensuite, ça va s'enchaîner puisqu'il y aura 5 arrivées au sommet. Enfin, 5 étapes avec des arrivées au sommet. Il y a aussi beaucoup de cols hors catégorie. Il y en a 5, alors que lors des dernières années, il y en avait 2 ou 1. Là, il y a 5 cols hors catégorie tout au long des 3 semaines. Mais il y a aussi beaucoup d'étapes pour punchers et pour sprinters, et ça sera le cas lors des 10 premières journées, et notamment aujourd'hui où c'est une étape pour sprinters à Lille, départ de Lille, arrivée à Lille, une boucle, et une arrivée tout plate qui devrait se terminer par un sprint massif. Et ça tombe bien, des sprinters, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, à part Mats Pedersen qui est absent. Tous les autres sont là, à commencer par Tim Merlier, Jonathan Milan et Jasper Philipsen, qui semblent les 3 coureurs au-dessus du lot, mais on n'oublie pas Biniam Girmay, maillot vert du dernier Tour de France. Et puis pour aujourd'hui, il y a plein d'autres petits outsiders, des prétendants. Chaque équipe est un peu venue avec son sprinter, à l'exception de la Team Emirates et de la Visma The Bike, quoique la Visma The Bike, ils ont Wout van Aert, mais Wout van Aert ne devrait pas se mêler au sprint. Sinon, on a plein de monde. On a Jordi Meus pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Dainese pour la Tudor, Arnaud Demar pour l'Arkea BNB Hotel, Dylan Groenewegen pour la Jayco Alula, Brian Cocard pour la Cofidis, le duo Bol Ballerini pour l'XDI Astana Team, Emilien Janière pour la Total Energy, Tobias Lund Andresen pour la Picnic Postenel, on a encore Arnaud Delis pour la Lotto, ou Soren Verheckold pour l'UnoX Mobility. Ils sont vraiment nombreux, les sprinters, à vouloir tenter d'aller chercher ce trio Merlier, Milan, Philipsen, même si ça s'énonce très compliqué évidemment. En tout cas, aujourd'hui, ce sera une occasion pour eux de s'imposer, et en plus, évidemment, le vainqueur remportera le maillot jaune, sera le premier porteur de maillot jaune, et ça, c'est pas rien. Ça fait longtemps qu'une première étape ne se terminait pas au sprint, qu'un sprinter n'avait pas l'opportunité d'être en jaune, et ça devrait être le cas aujourd'hui à Lille, parce que l'étape est plate, même s'il y a 3 petites ascensions en cours de journée, avec la côte Notre-Dame-de-Lorette, 1 km à 7%, ça c'est au bout de 40 km. Puis on a le Mont Cassel, ça c'est une ascension pavée d'1 km 800, qui sera à mi-course, et puis la dernière ascension, c'est le Mont Noir, 1 km 300 à 6%, donc vraiment rien de terrible. Ça sera une 40aine de kilomètres de l'arrivée, et le final sera tout plat. Attention quand même au vent potentiel qui pourrait faire des bordures. Mais sinon, on attend un scénario classique, un scénario presque de la décennie d'avant, avec une échappée
qui va se battre pour les petits points de la montagne, se faire reprendre et puis un sprint massif. On a hâte de voir tout ça et de savoir qui sera le premier maillot jaune de ce Tour de France. Un Tour de France donc où tout le monde est là. Les absents, j'ai dit Mats Pedersen, quelques coureurs, notamment ceux qui ont animé le Giro, comme Juan Ayuso, Isaac Del Toro et Richard Carapaz, ne sont pas là. Absence de Fabio Jakobsen, un autre sprinter qui est blessé. Et puis du côté français, quelques absents comme David Gaudu, comme Benoît Cosnefroy, Christophe Laporte, ou encore le tout récent champion de France, Dorian Godon, qui n'est pas là. Pas plus que le jeune Paul Sexas qui lui fera le Tour de l'avenir. Mais à part ça, tous les grands noms du cyclisme seront là. Et ça promet 3 belles semaines de juillet qui vont nous occuper et on en est ravis. Allez, c'est parti pour cette première étape du Tour de France. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Et c'est parti, le grand départ de ce Tour de France. Et immédiatement des attaques là, avec 3 coureurs qui sont sortis dès le kilomètre 0. Coureur de la Decathlon, coureur de l'Intermarché Venti, coureur de la Total Energy. 2 autres coureurs qui tentent de sortir derrière, Cofidis, Arkea BNB Hotel. C'est parti vraiment immédiatement. Il y a donc 3 cols de 4e catégorie. Chaque col récompense pas beaucoup, hein. Un petit point. Un petit point pour celui qui passe en tête et c'est tout. Il y a donc 3 points au total à prendre. Et ces 3 petits points suffiront pour avoir ce fameux maillot blanc à pois rouge, qui est évidemment un honneur. Et disons que là, ça s'est fait dès le début. Hein. Pas de bataille. Les 5 coureurs sont sortis. Et le peloton qui fait un petit barrage, qui ne poursuit pas les 5 qui sont sortis. Personne d'autre qui essaye de sortir. Et peut-être l'échappée qui va se faire là immédiatement en 500 mètres. 5 coureurs. Qui on a? On a Bruno Armirail. On a Benjamin Thomas. On a Jonas Rutsch pour l'Intermarché Venti. Matteo Vercher pour la Total Energy. Et Mathis Lebert pour l'Arkea BNB Hotel. Voilà, 5 coureurs. Donc 4 Français et un Allemand. Et la première échappée de ce Tour de France semble être immédiatement faite. Personne d'autre n'a essayé d'y aller. Le peloton n'a pas poursuivi ces 5-là. Et voilà, une étape déjà lancée, avec une échappée déjà formée dès les tout premiers kilomètres. L'écart qui est très rapidement monté autour de 2 minutes 20, 2 minutes 30. Et ensuite, qui s'est complètement stabilisé. On est à 150 km de l'arrivée. On est donc parti depuis 35 km. L'écart qui est de 2 minutes 10. Entre les 5 hommes de tête et le peloton mené par 2 hommes, Quinn Simmons de la Trek qui travaille pour Jonathan Milan et Sylvain Dillier de l'Alpecin de Koenig qui lui travaille pour Jasper Philipsen. On ne voit pas de coureur de la Soudal Quick-Step qui pourrait travailler pour Tim Merlier, mais il faut dire qu'ils doivent aussi protéger Remco Evenepoel, donc ils ne peuvent pas tout faire. Mais voilà, les 5 hommes de tête à qui on ne laisse pas une grande marge de manœuvre. On les rappelle, les Français, Matteo Vercher, Benjamin Thomas, Bruno Armirail et Mathis Lebert accompagnés de l'Allemand Jonas Rutsch. J'ai parlé de 2 anciens vainqueurs qui étaient là, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar évidemment, mais il y a un autre ancien vainqueur du Tour de France qui est au départ, c'est Geraint Thomas, coureur de l'Ineos Grenadier. Alors il ne sera pas là pour le classement général évidemment, il sera là en soutien de Carlos Rodriguez qui sera son leader, mais voilà, c'est le 14e et dernier Tour de France pour Geraint Thomas. C'est aussi un petit événement. Et puis du côté des statistiques, là je viens de voir une stat intéressante sur toutes les équipes présentes et les dernières victoires pour ces équipes. Toutes ces équipes ont remporté une étape sur le Tour de France l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc non pas de grande disette, à l'exception de 4 équipes. 2 équipes qui n'ont jamais gagné. L'Uno-X, il faut dire que ce n'est que très récemment qu'il participe au Tour de France. Et la Tudor qui participe pour la première fois. Et 2 équipes où ça commence à faire longtemps. La Movistar et la Groupama FDJ qui n'ont plus gagné depuis 2019 sur le Tour de France. Ça fait 6 ans que ces 2 équipes attendent une victoire sur le Tour de France. Et c'est encore bien sûr plus grave pour la Groupama FDJ, équipe française. Est-ce que ça sera enfin sur ce Tour de France 2025 que ces 2 équipes mettront fin à cette disette et que l'Uno-X et la Tudor remporteront la première victoire de l'histoire de leur équipe sur le Tour? On verra ça évidemment au fil des jours et des 3 semaines qui nous attendent. Qui prendra le premier point de la montagne de ce Tour de France au sommet de la côte de Notre-Dame de Lorette? Alors c'est pas la plus dure des ascensions de ce Tour de France, c'est 1 km à 7,3%. Et pourtant, il y a énormément d'enjeux pour ces 5 coureurs dans l'échappée. Seul celui qui passera en tête prendra 1 point, tous les autres en auront 0. On va suivre ça. Alors qu'ils sont dans cette ascension, à noter, je n'ai pas parlé des équipes invitées. 5 équipes invitées, on a les 18 équipes World Tour et donc 5 équipes de division Pro Tour invitées. C'est l'Israël Premier Tech et la Lotto qui sont les meilleures équipes de seconde division, accompagnées de la Team Total Energy, de la Tudor et de l'Uno-X.
pas de surprise dans la sélection. La principale équipe absente, on va dire, c'est la Q36.5. Alors que là, Bruno Armirail attaque dès le pied. On est à 800 mètres du sommet, sachant que c'est une ascension d'1 kilomètre. Bruno Armirail décide d'attaquer de loin. Pour l'instant, c'est Mathis Lebert dans sa roue, Jonas Ruch qui est en train de le dépasser, Matteo Vercher en 4e position qui s'accroche et Benjamin Thomas pour l'instant en dernière position, mais ça se regroupe un petit peu. Bruno Armirail il est parti vraiment de trop loin, il a voulu surprendre, mais là c'est un peu intéressant. Il y a un monde dans cette petite ascension, comme si on était à l'Alpe d'Huez, là, c'est la folie. Allez, du coup ils sont partis de tellement loin qu'ils sont obligés de se rasseoir, de se recalmer, de reprendre des forces et leur souffle pour se lancer tous les 5 dans ce petit sprint qu'ils vont se faire là pour passer au sommet. Ça monte beaucoup quand même, hein. 7%, là il y a même des passages à plus de 10%. Hein. Faut quand même être un bon grimpeur. Et allez, c'est reparti. Bruno Armirail qui relance avec Benjamin Thomas là, qui est attaqué de derrière. Ouais, pareil, il attaque de loin quand même, hein, 200 mètres. Par contre, il a réussi à faire un petit écart là. Allez, Matteo Vercher qui est le premier à réagir finalement. Avec Mathis Lebert dans sa roue. Par contre, c'est fini. Pour Jonas Ruch et Bruno Armirail, ils n'arriveront pas à le rattraper. Il se relève. Ça se relève aussi pour Mathis Lebert. Il n'y a plus que Matteo Vercher qui poursuit Benjamin Thomas. Mais ça va être bon pour Benjamin Thomas qui passe en tête et qui prend le petit point. La moto a du mal à suivre, mais c'est bel et bien Benjamin Thomas qui est passé en tête. Ouais, mais il y a un monde, mais c'est n'importe quoi. C'est une folie. Le premier point de la montagne pour Benjamin Thomas, qui est pour l'instant leader virtuel de ce classement de la montagne. Il reste encore 2 autres ascensions et donc 2 autres points à prendre. La prochaine, c'est le Mont Cassel. Elle aura lieu dans 65 km. On a le temps de voir ça. Et puis entre-temps, il y aura le sprint intermédiaire. Il y a un sprint intermédiaire tous les jours. Il n'y a pas de seconde bonif à prendre. Par contre, il y a beaucoup de points au classement du maillot vert puisque les 15 premiers sont classés. 20 points pour celui qui passe en tête. Et ensuite, des points dégressifs donc jusqu'à la 15e place. Ce qui veut dire que le peloton sera aussi concerné. Et que les gros Suisses, hein, les meilleurs du sprinter de ce peloton, vont sûrement se battre pour aller chercher des petits points. Parce que la lutte pour le maillot vert, c'est aussi quelque chose d'important. L'écart qui est toujours stable. 2 minutes 10 d'avance pour les 5 hommes de tête sur le peloton à 143 km de l'arrivée. On retrouve toujours Quinn Simmons et Sylvain Dillier à l'avant de ce peloton pour conserver cet écart. Ah, attention, la première chute sur ce Tour de France avec Filippo Ganna là, qui est à terre. Un coureur de la Picnic Pastenel, c'est Sean Flynn. Allez, c'est reparti immédiatement pour Sean Flynn. Par contre, Ganna qui reste au sol là. Filippo Ganna qui reste au sol. Bon, Sean Flynn il est debout, mais il a du mal à repartir sur son vélo quand même. Hein. Ça a l'air d'être un petit choc. Ouais. Il prend le temps de changer de vélo, Sean Flynn. Pendant que Ganna reste au sol. Ça y est, on le relève. Allez, il a l'air de s'être fait mal. Allez, on va revoir le ralenti. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Ah non, c'est caché par les arbres. C'était dans un virage sur la droite. Allez, remonte quand même sur son vélo, Filippo Ganna. Mais ouais, il bouge tout doucement. Filippo Ganna, il est venu sur le Tour de France avec un seul objectif. Hein, c'est le chrono de la 5e étape. Il n'est même pas allé au Giro sur le Tour national dans le but de remporter ce chrono sur le Tour de France. Et là, une chute dès la première étape, c'est évidemment pas la meilleure façon de commencer son tour. Ah, c'est pas possible. Encore une chute là. Et c'est encore un spécialiste du chrono. Il est tombé tout seul. C'est Stéphane Bisseguer, le coureur de la Decathlon AG2R. Oh là là, il a l'air de s'être fait mal. Lui aussi s'est fait mal, il doit se rasseoir. C'est pas la journée des chronomans là. Après Ganna, c'est Bisseguer. Et ça va vite, hein. Ça va très vite. Le peloton qui a un petit peu changé de physionomie, il est mené par la Team Emirates désormais et la Visma Lease Bike. Et du coup, d'ailleurs, l'écart avec l'échappée qui a grandement diminué. Plus qu'1 minute et 7 secondes. Alors qu'on est encore évidemment très loin de l'arrivée, 128 km. Et là, on a eu les 2 crashs en l'espace de 5 km pour Ganna et pour ensuite Bisseguer. Et il y a des petites cassures d'ailleurs dans le peloton, c'est tellement ça va vite. Peut-être aussi dû à la chute. Et là, on lui fait le protocole commotion à Stéphane Bisseguer. On lui demande si tout va bien, s'il est encore lucide. Alors que Filippo Ganna est loin derrière, hein. Tout seul, à plus de 3 minutes derrière. Ça va être compliqué, ça va lui demander un gros effort de rentrer. Après, c'est évidemment un coureur spécialiste de ce genre d'effort. Et la course est vraiment lancée avec déjà donc les premières chutes et pas des chutes anodines. Là, les 2 coureurs qui s'en sont pris une belle. Et malgré le rythme très difficile, Filippo Ganna qui rentre dans le peloton à l'instant. Il a dû faire un gros effort parce que l'écart a continué de fondre. Plus que 30 secondes d'écart entre le peloton et les échappés. Il y a même des coureurs un petit peu lâchés dans le peloton. Et notamment, je vois Lenny Martinez là, qui est en difficulté dans un groupe avec 4-5 coureurs. Avec notamment Stéphane Bisseguer, lui qui était tombé tout à l'heure et aussi qui est juste en train de revenir dans ce peloton, mais en difficulté. Louis Barret, tiens, aussi là. Ils ont du mal à rester dans ce peloton avec Maro Schmidt. Il y a du vent, hein. Vent à peu près 30 km/h, un peu de côté. Et donc, dès qu'on est un peu distancé, ça fait mal. Et ouais, le groupe là, Barret, Martinez, Bisseguer, qui est petit à petit en train de perdre du terrain sur le peloton là. Où Ganna, lui, par contre, tout seul, a réussi à revenir.
Mais qu'est-ce que c'est que cette étape-là? C'est n'importe quoi. Le peloton qui va tellement vite, qui lâche des coureurs sur le plat. Et là, c'est Julien Lafilippe qui est en train de lâcher. Au moment où le peloton est en train de reprendre les échappées, tout simplement. Matteo Verchet a été repris il y a un petit moment. Et là, ce sont les 4 autres échappés qui sont repris à l'instant. On est à 105 km de l'arrivée. Et voilà, les échappés repris. Armirail, Lebert, Rouch et Benjamin Thomas ont été repris. C'est la team Emirates qui a décidé d'accélérer le rythme, de tenter de faire des cassures. Ça a marché un tout petit peu parce qu'il y a quelques coureurs qui ont été lâchés, notamment Lenny Martinez là, qui est pointé à 40 secondes du peloton. Mais plus de coureurs devant. Et du coup, on va s'approcher là, du sprint intermédiaire et tous les sprinteurs vont se battre parce qu'il y aura 20 points à prendre pour celui qui passera en tête. Très étonnant ce qui se passe. Très, très étonnant. Allez, on arrive à ce sprint intermédiaire. Les 20 points à prendre pour celui qui passe en tête. Ça va être intéressant, ça, ce premier test entre tous les sprinteurs. Alors que le groupe Julien Lafilippe, Lenny Martinez est en train de rentrer. Il y avait aussi en fait Florian Lipovic dans ce groupe. Alors lui, il a été distancé pour un incident mécanique, pas lâché par cause de méforme. Et c'est surtout lui qui a fait le gros du travail, Lipovic, pour ramener un petit peu tout le monde. Mais Lenny Martinez, lui, a même été un petit peu distancé de ce groupe avec Alaphilippe. Et il n'est pas encore tout à fait rentré dans le peloton, alors que c'est fait pour Lipovic, pour Alaphilippe, pour Maro Schmidt. Et il me semble aussi pour Stéphane Bissegger, tombé tout à l'heure. Allez, le sprint avec la Lidl Trek, qui est la mieux placée avec 3 coureurs devant pour mener Jonathan Milan. Milan qui a Brian Cocard dans sa roue. On voit William Guirmeil aussi bien placé, Emilien Janière, Jasper Philipsen qui est amené par Caden Gross probablement. On a Lund Andresen qui est là. Allez, c'est parti. Oh là, Philipsen qui a fait un petit coup à Cocard. C'est Milan qui lance. Et Milan qui s'impose, qui passe en tête. On s'est livré tranquillement. On s'est livré tranquillement sur ce sprint. C'était beaucoup moins... on s'est beaucoup moins battu que pour les points de la montagne. Là, On a vraiment attendu le dernier moment. Milan a lancé, personne n'a vraiment essayé de le dépasser. On va voir ce qu'a fait Philipsen là. Philipsen qui est dans la roue de Milan et qui le pousse un petit peu, parce que Cocard l'a dépassé. Bon, c'était pas non plus méchant, c'était aussi pour se stabiliser. Et Brian Cocard qui fait mieux que Philipsen. C'est William Guirmeil qui vient prendre la 2e place de ce sprint. Cocard 3e et Philipsen 4e de ce petit sprint intermédiaire. Mais bon, la vérité d'un sprint intermédiaire n'est pas forcément celle d'un sprint final parce qu'il n'y a pas de train. On ne se livre pas non plus à 100%. Mais ça montre qu'il y a des ambitions évidemment pour le maillot vert. Et tiens, le peloton groupé, mais du coup, il y a des coureurs qui ressortent forcément. Une échappée secondaire peut-être qui attendait de se faire avec un coureur de la team Total Energy. Et c'est Matteo Verchet qui retourne, tiens. Matteo Verchet qui retourne. Il avait pourtant été le premier repris par le peloton. Et en fait, il s'était relevé parce qu'il avait compris qu'il allait être pris. Et se donne une 2e chance, Matteo Verchet. Décidément, c'est les coureurs de l'échappée qui ils étaient en forme. C'était leur mission d'aller devant. Et ils y retournent parce que là, il y a Benjamin Thomas qui, à son tour, vient de sortir du peloton. Benjamin Thomas qui est sorti tout seul en poursuite là, de Matteo Verchet. Lui qui a pris un point au sommet de la première difficulté. Il sait qu'il s'il prend un second point au sommet de la seconde, il sera assurément avec le maillot de meilleur grimpeur ce soir. Ça vaut donc le coup de sortir. D'autant plus que le peloton s'est d'un seul coup complètement calmé. Le team Emirates là, a arrêté son numéro. L'Alpecin et la Lidl Trek ne sont pas non plus forcément aux avant-postes pour l'instant. Tout le monde revient de l'arrière. Tout se regroupe. Et le duo, c'est pas encore un duo. Benjamin Thomas est en train de revenir sur Matteo Verchet. Mais on devrait avoir un duo à l'avant qui compte pour l'instant une trentaine de secondes d'avance donc sur le peloton. On prend à peu près les mêmes avec un peu moins de monde et on recommence. On est à 93 km de l'arrivée. Le Mont Cassel, c'est une ascension pavée. Il y a des pavés sur ce Tour de France. Elle fait 2 km. Elle n'est pas très très pentue, autour de 5-6%. Et les 2 coureurs de tête qui sont dedans, ils ont augmenté leur avance. 1 minute d'avance pour Matteo Verchet et Benjamin Thomas. Le but, bien sûr, pour Thomas, c'est de passer en tête. Il assurera son maillot de meilleur grimpeur. Et Matteo Verchet, s'il passe en tête, ils seront à un partout. Et ils devront aller se livrer jusqu'à la dernière difficulté pour espérer aller chercher un 2e point. Et si c'est un 3e coureur qui prend un 3e point, je suppose que ça sera au classement général que se jouera le maillot de meilleur grimpeur ensuite. Il y a encore plus de monde dans cette ascension du Mont Cassel. C'est une folie, il n'y a pas de barrière. On se croirait encore une fois dans le Mont Ventoux, dans l'Alpe d'Huez. Une foule de 14 juillet. Oh là là, il y a des gens qui se rapprochent beaucoup trop pour prendre des photos. Regarde donc avec tes yeux plutôt qu'avec ton téléphone, gamin. Allez, l'accélération un petit peu là de Benjamin Thomas, mais on est encore loin, 500 mètres. Ils sont allés tout doucement en fait. Ils sont un peu joués ensemble dans cette ascension. Et le peloton qui s'est rapproché d'un seul coup à 30 secondes. Ils ont joué un petit peu ensemble en mode pistard. Il y a vraiment un gros enjeu pour ce petit sprint. Ça va être un beau duel et c'est parti. Avec Matteo Verchet qui lance. Benjamin Thomas qui lui bloque un petit peu la route. Mais Matteo Verchet qui a réussi à passer. Matteo Verchet qui est en tête sur ses pavés. Allez, Matteo Verchet qui a passé. Mais Benjamin Thomas qui finalement va le passer sur la ligne. Et attention, mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
Mais ils sont tombés. Ils sont tombés tous les deux. Non, mais c'est une blague, les gars. Ils sont tombés tous les deux. Et juste derrière, il y a toutes les motos qui arrivent. En se jetant sur la ligne, Benjamin Thomas, au jeté de vélo, qui a ripé. Alors, les pavés, c'est vrai, ils sont pas très stables. Et il a glissé, il a sauté. Et il a attrapé ensuite, son vélo a attrapé celui de Matteo Vercher. Et ils sont tous les deux tombés. Bah voilà, et c'est le peloton qui arrive désormais. Ils sont repris, ils sont remontés sur leur vélo. Je crois que c'est Benjamin Thomas qui, grâce à son jeté de vélo un petit peu kamikaze, est bien placé en tête. Allez, on revoit le ralenti, mais alors, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Ils se sont tellement livrés. Benjamin Thomas qui jette son vélo. Et en jetant son vélo, il perd l'adhérence sur les pavés. Et ensuite, il vient faucher Matteo Vercher. C'est hallucinant. Hallucinant ce qu'on vient de voir. Vercher, il est dégoûté là de s'être fait faucher. Et lui, en plus, il prend même pas le point de la montagne. Et il se fait tomber par Benjamin Thomas. Et immédiatement, évidemment, repris par le peloton de nouveau. Plus d'échappés. Ils ont dû se faire bien mal. Ils allaient vite sur les pavés. C'était hallucinant. Hallucinant, les deux Français là. C'est une image un petit peu insolite pour des mauvaises raisons. Alors qu'à l'arrière du peloton, on voit toujours Lenny Martinez en grande difficulté. Voilà, Martinez, c'est des jours sans, des jours avec. Et là, clairement, c'est un jour sans. Et là, ils viennent de passer Matteo Vercher et Benjamin Thomas qui sont immédiatement lâchés. Et voilà, ils ont besoin de soins, les deux. Ils se sont fait mal. Et voilà le premier abandon du Tour de France. Et c'est pas n'importe qui, c'est Filippo Ganna qui finalement abandonne. Pourtant, il était reparti, il était revenu dans le peloton. Mais il s'est fait plus mal qu'il ne le pensait. Probablement pour Ganna. Mais c'était il y a 80 km qu'il est tombé. Et il abandonne seulement maintenant. C'est assez étonnant. Mais voilà, on nous annonce l'abandon de Filippo Ganna. Terrible. Toute une année de préparation pour ce Tour de France. Tout ça pour rien. Il abandonne sans même terminer la première étape. Coup dur pour l'Ineos Grenadier. C'était pas seulement pour le chrono qu'il était là, mais aussi pour aider Carlos Rodriguez. C'était un coureur très important. Et c'est déjà le premier abandon pour l'Italien. On est à 68 km de l'arrivée. Il y a eu des petites cassures, ça s'est un petit peu regroupé. Il y a encore quelques retardés, notamment un groupe avec Simon Yates. Simon Yates qui a été lâché pour un souci mécanique. Il s'est fait d'abord surprendre par une bordure, ensuite souci mécanique. Et là, il est dans le groupe avec Lenny Martinez, avec aussi Timen Arensman et quelques autres coureurs qui se sont fait avoir. C'est une étape vraiment improbable qui se déroule aujourd'hui quand même. Il se passe beaucoup de choses. Dernière ascension du jour, le Mont Noir, très rapide, à peine 1 km pour 6,5%. Mais plus personne devant, à pas d'échapper. La course qui s'est un petit peu calmée, c'est rentré de l'arrière. Le peloton est à peu près de nouveau entier. Je pense pas que Benjamin Thomas et Matteo Vercher, qui se sont pris une belle gamelle, vont tenter d'attaquer. De toute façon, il n'y a qu'un point à prendre. Et Benjamin Thomas, avec ses 2 points, est sûr d'être meilleur grimpeur. Et devinez qui est à l'arrière de ce peloton, déjà en train de difficulté, c'est Lenny Martinez de nouveau. Lenny Martinez, qui est dans la pire journée de sa vie, j'ai l'impression. C'est des coureurs de l'Alpecin de Koenig qui font le train tranquille dans cette ascension. On ne veut pas aller trop vite pour être sûr qu'on ne lâche pas Jasper Philipsen. Mais on est loin de l'arrivée, 45 km et derrière ce sera tout plat. Donc il n'y a pas vraiment de danger. Il est possible que le point là sera simplement pour un équipier qu'il prendra un peu sans le vouloir, sans s'en soucier. Allez, le sommet avec des coureurs de l'Alpecin de la Team Emirates. C'est Jonas Vingegaard qui est là, qui fait une petite accélération pour passer en tête. Ah bah ouais. Jonas Vingegaard qui allait chercher ce point. Tiens donc. Sans faire une attaque, juste en accélérant pour être sûr d'être le premier du peloton. Alors ça, c'est étonnant aussi. Ça, c'est vraiment étonnant. C'est pas du tout le Vingegaard que l'on connaît d'habitude si discret en général. Et là, il va faire un petit effort pour prendre ce point. C'est le Vingegaard nouveau depuis sa grave chute. Il essaye d'avoir un peu plus de fun. Et là, c'était clairement pour ça qu'il allait prendre ce point, pour s'amuser. Montrer à tout le monde aussi qu'il était là, qu'il était en forme. C'est lui qui prend ce petit point au sommet du Mont Noir. Et tiens, on nous annonce un autre abandon. C'est celui de Stefan Bissegger. Là, c'est encore une fois trop bizarre. Lui aussi est tombé il y a plus de 80 km et il n'abandonne que maintenant. Du moins, on nous annonce son abandon maintenant, mais il a quand même roulé pas mal de kilomètres avant d'abandonner. On lui a fait un protocole commotion. On l'a jugé capable de repartir et finalement, il abandonne. Voilà, c'est les 2 meilleurs spécialistes du chrono qui abandonnent. Donc, ça donne le champ libre à Remco Evenepoel pour la 5e étape. C'est quand même un gros coup dur pour la Décathlon. Là aussi, cet abandon pour Stefan Bissegger, le Suisse décidément un petit peu maudit sur les premières étapes du Tour de France. On se rappelle, il y a 2 ans, au départ du Danemark, il était tombé à 2 reprises lors du chrono inaugural qu'il espérait remporter. Ça avait été un coup terrible. Et là, c'est un nouveau coup dur pour Bissegger. Et un autre coureur qui n'a pas encore abandonné, mais qui s'accroche, Lenny Martinez, là on le voit tout seul. Tout seul
lâché par le peloton, Lenny Martinez. Alors, sur ces grandes routes plates, c'est vraiment le pire pour lui. Il est dans une difficulté totale. Et on se demande si lui non plus ne va pas abandonner, pas pour cause de chute, mais pour cause de, je sais pas, il doit être malade. C'est pas possible là, Martinez. 17 km de l'arrivée et on pensait se diriger vers du coup un sprint massif tranquille, mais il y a quand même des équipes qui tentent des petits coups. Là, on voit même Jonas Vingegaard en tête du peloton rouler, tenter de provoquer une bordure parce qu'il y a un petit peu de vent. Ça va faire des dégâts un petit peu à l'arrière. On voit des coureurs lâchés. Là, c'est Luke Durbridge, le champion d'Australie. Et attention, là, il y a un coureur qui se... Ah oui, non, il y a une belle cassure. Hein. Il y a une belle cassure là. Il y a une belle cassure dans ce peloton avec une trentaine de coureurs qui se sont échappés là suite à cet effort de la Visma Lease a Bike. Et attention, qui est à l'avant, qui est à l'arrière là, parce que là, il y en a de partout. Oh là, mais c'est pas possible. Cette étape, décidément, on pensait qu'en face, elle allait être calme et que on allait tout simplement dérouler jusqu'à Lille pour un sprint massif. Mais là, il y a des cassures. Il va falloir travailler un petit peu de partout à l'avant il va falloir travailler à l'arrière si on veut revenir. Qui a été pris? Qui a été pris pour l'instant? C'est sûr, Vingegaard est devant, Pogacar aussi. On a Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen. Là, je vois Matteo Trentin, Kevin Vauquelin. Ça, c'est tous les coureurs qui sont dans le premier groupe, qui ont 12 secondes d'avance sur le peloton principal, on va dire, derrière là. Et l'écart qui grandit, les hommes de tête qui sont en train de prendre du temps et il manque beaucoup de monde. Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Joao Almeida ne sont pas à l'avant, à l'inverse de Pogacar, de Vingegaard ou d'autres coureurs du classement général comme Henrik Mas, comme Tobias Alland Johannesen ou comme Ben O'Connor, qui eux sont dans le bon wagon. Mais pas Roglic, pas Evenepoel, pas Almeida. Oscar Only est aussi dans le mauvais groupe. Et puis il manque aussi des sprinteurs. Tim Merlier et Jonathan Milan sont dans le second groupe. Et laisse pour l'instant le champ libre à Jasper Philipsen. Hein. Jasper Philipsen, lui, il est devant. Il a en plus Mathieu Van Der Poel pour l'aider. Caden Groves est aussi là. Autres sprinteurs qui sont à l'avant. Binyam Girmay qui est là. Soren Verenskold pour la UNOX. On a Ivan Garcia Cortina pour la Movistar. Paul Penowetz pour la Groupama FDJ. Mais la course qui est devenue beaucoup plus incertaine. 25 secondes d'écart désormais entre le groupe de tête Pogacar, Vingegaard, Philipsen et le groupe de poursuite derrière, le peloton principal avec Roglic, avec Almeida, Evenepoel, Tim Merlier ou Jonathan Milan. Course complètement folle alors qu'on est à 11 km 600 de l'arrivée. Et l'écart qui monte à 30 secondes alors qu'il passe sous la banderole des 10 km pour le groupe de tête. On a deux autres sprinteurs que je n'ai pas cités qui sont là. Pascal Ackermann pour l'Israël Premier Tech qui est là, qui se retrouve avec une chance improbable de s'imposer, prendre le maillot jaune. Et on a aussi Stein Freidham pour l'UNOX. On a du coup un joli duo là, Verenskold Freidham pour l'UNOX. Mais c'est l'Alpecin de Koenig qui a le plus de monde avec lui. Là, Mathieu Van Der Poel, il passe un tellement gros relais qu'il y a même une cassure dans ce groupe de tête, tellement Mathieu Van Der Poel roule fort là, mais ça veut dire Mathieu Van Der Poel, il doit travailler pour Philipsen là. Hein. Il est juste allé un petit peu trop fort, je pense. Ça reviendra pas. Ça reviendra pas. Le groupe derrière ne reviendra pas. Il y a 40 secondes à 5 km de l'arrivée. Le groupe Roglic et Evenepoel qui compte aussi d'autres coureurs du classement général comme Mathias Kielmose et Carlos Rodriguez qui sont donc en train de perdre du temps. Et devant, il y a encore quelques sprinteurs que j'ai pas notés. Marine Vandenberg pour l'IF Education Easy Post ou Davide Ballerini pour l'XDX Astana Team. Donc il y a quand même encore quelques opposants à Jasper Philipsen. Mais pour le classement général, on ne pensait pas que cette journée ferait des écarts. Mais il y en aura. Il y aura peut-être même la minute si ça continue comme ça. Le bon coup pour Pogacar et Vingegaard. Mais bon, Pogacar et Vingegaard étaient déjà au-dessus. Donc c'est pas forcément très important. Par contre, pour Henrik Mas, c'est la grosse bonne affaire. De même pour Johannesen. Oh, attention, la chute! J'allais dire pour Ben O'Connor. Mais il vient de tomber, Ben O'Connor. Oh, c'est pas possible. Ben O'Connor qui vient de tomber avec le cours de l'IF. C'est Vandenberg. Et ben voilà, le sprinter Vandenberg. Oh, il fait une grosse chute en plus, les deux coureurs là. Ah, c'est Vandenberg qui tombe le premier et Ben O'Connor qui peut rien, qui lui fonce dedans. Ah là là, la chute de Ben O'Connor et Vandenberg qui étaient dans une position parfaite. Justement, il allait faire une bonne affaire. Et ben non, il tombe, il se fait mal même. Pogacar et Vingegaard qui sont tous les deux en tête de ce groupe pour l'instant, qui continuent de rouler. Tim Wellens, qui est le seul équipier. Seul équipier pour Tadej Pogacar, c'est Tim Wellens, quand même un petit peu esselé. Heureusement qu'il est là, Wellens. Il y a beaucoup plus de Visma Lease a Bike. Un autre sprinter aussi qui est là, Samuel Watson pour l'Ineos Grenadier. Donc ça en fait quand même des concurrents. Mais il n'y a que deux équipes qui ont vraiment beaucoup de monde. C'est l'Alpecin de Koenig qui sont 5 et l'UNOX où ils sont 4. Tous les autres sont un petit peu isolés là. On vient de passer la ligne des 3 km. Alors d'ailleurs, peut-être que la chute de Ben O'Connor, au final, elle s'est passée à l'intérieur des 5 km. Parce qu'on sait que désormais, sur les étapes en sprint,
c'est 5 km. Si on tombe et qu'on tombe pas seul, on ne perd pas de temps. Donc Ben O'Connor devrait être quand même classé dans le temps des hommes de devant. Ce sera sa consolation, en espérant qu'il ne se soit pas fait trop mal, l'Australien. Allez, il n'y a plus que Tim Wellens qui travaille dans le groupe de tête. Les autres équipes là commencent à penser à la victoire d'étape. Il y a 3 coureurs pour la Groupama FDJ aussi là, hein, pour travailler pour Paul Pénoët, c'est pas mal. On a un coureur pour la Cofidis, j'ai pas forcément vu qui c'était. Il y a Anthony Turgis qui est aussi là pour la Total Energy, qui a une petite pointe de vitesse. Allez tiens, l'Uno X, et 4 coureurs de l'Uno X qui d'un seul coup se mettent en tête du peloton. On a 3 coureurs pour la Tudor aussi là, hein. 3 coureurs pour la Tudor. On a notamment Matteo Trentin ou Marco Haller. Et l'Uno X qui est pour l'instant parfaitement positionné. Alors là, si l'Uno X remportait la première victoire de son histoire sur ce Tour de France là, avec le maillot jaune pour Verenskold ou pour Freedom, ça serait incroyable. Mais attention, l'Alpecin de Koenig qui est en train de revenir. Bidiam Girmay est aussi bien placé. Bidiam Girmay, il est dans la roue de Philipsen, hein. C'est sa stratégie, il est tout seul, lui, il n'a pas d'équipier. 1 km 400. Et c'est toujours l'Uno X qui est aux premières positions. Mais désormais, il y a des coureurs de l'Alpecin de Koenig qui se mêlent à eux. Évidemment, on a Mathieu Van Der Poel, hein, qui est là. C'est le spécialiste de ce genre d'arrivée pour amener tout le monde, pour amener son équipier. Et on passe la flamme rouge. C'est toujours un coureur de l'Uno X au premier poste, mais il a 3 coureurs de l'Alpecin de Koenig dans sa roue désormais. Et le train de l'Alpecin qui se met en route désormais. Et les Uno X qui, d'un seul coup, ont tous disparu ou presque. Allez, c'est parti pour Mathieu Van Der Poel, qu'on reconnaît bien avec son liseré de champion du monde sur les manches. Il a Caden Grove dans sa roue en plus, hein, et c'est pas directement Philipsen. Caden Grove dans sa roue et Philipsen en 3e position. Girmay bien placé. Coureur de l'Israël, première tech aussi, là, qui sont plutôt bien placés. C'est parti pour Caden Groves, qui va lancer Jasper Philipsen. Il le bloque un petit peu d'ailleurs, Philipsen. Il y a Girmay qui tente de lancer à son tour. Ça y est, c'est parti pour Philipsen, qui bloque un petit peu Girmay contre les barrières. Il ne peut pas passer Girmay. Philipsen qui fait son effort. Il n'y a personne qui pour l'instant peut le remonter. C'est Girmay qui est dans sa roue, mais personne qui ne le remonte. Et la victoire. La victoire pour Jasper Philipsen, qui remporte cette étape et qui va prendre le maillot jaune. Et ben voilà, en l'absence de Milan et de Merlier qui sont fait avoir, c'était le favori du coup. Et il s'impose devant Bidiam Girmay. Il est resté dans sa roue tout du long, Bidiam Girmay. Il avait dépassé un tout petit peu, mais ensuite, contre la barrière, il n'a pas osé passer. Il est resté bloqué, il vient faire 2e. 3e, je crois que c'est Verenskold pour l'Uno X. Et là, il y a le groupe des battus qui arrive. C'est Jonathan Milan qui fait le sprint. C'est pour une place d'honneur, mais c'est aussi pour gagner du temps et faire perdre le moins de temps possible à son leader, Matthias Kjellmose. Ce groupe qui arrive avec 39 secondes. 39 secondes de perdu pour Remco Evenepoel, pour Primoz Roglic, pour Almeida, pour Rodriguez et pour Kjellmose notamment. Et puis Merlier, Milan et quelques autres qui n'ont pas pu se livrer au sprint. Ils n'étaient pas là tout simplement. Le coup de la Visma Lease the Bike, elle est bien placée. C'était l'Alpecin qui était les plus nombreux. Philipsen était devenu le favori et c'est Philipsen qui s'impose et qui sera maillot jaune pour la première fois de son histoire, évidemment. Le succès total pour l'Alpecin de Koenig. Caden Groves, Mathieu Van Der Poel étaient encore là et l'ont amené parfaitement. L'Uno X a tenté, mais s'est mis un petit peu trop tôt devant. Ça sera qu'une 3e place pour Verenskold. Allez, on le revoit ce sprint avec Bidiam Girmay, qui perd petit à petit du terrain et finit avec plus d'un vélo d'avance. Hein. Jasper Philipsen, c'est une victoire nette et sans bavure. Là, il n'y a pas besoin de photo finish. Il y a plus d'un vélo. Il y a 2 vélos. 2 vélos sur Girmay. Verenskold qui termine dans la roue de Bidiam Girmay. Ça reste des bonnes places pour Girmay et Verenskold. Si on l'avait dit qu'ils feraient ça au début de l'étape, ils auraient signé. Mais forcément, dans un groupe plus réduit, ils avaient la possibilité d'une victoire. Et c'est un Français là qui vient faire 4e. C'est Anthony Turgis. Anthony Turgis qui va prendre la 4e place pour la team Total Energy. Mais loin du vainqueur qui était bien au-dessus, Jasper Philipsen. Et de 10, c'est la 10e victoire déjà pour Jasper Philipsen sur le Tour de France. 4e année consécutive avec au moins une victoire d'étape. Lui qui avait terminé maillot vert en 2023 et qui pourrait bien faire du maillot vert cette année un nouvel objectif. Avec ses 50 points pris dès aujourd'hui, il est évidemment bien parti. D'autant plus que ses principaux adversaires, Milan et Merlier, n'en prennent aucun là sur cette arrivée. Lui qui compte aussi 3 victoires d'étape sur la Vuelta et il compte 9 deuxième places aussi sur le Tour de France. Il a fait 9 fois deuxième, 9 fois premier et désormais 10 fois premier. Il fait passer la bascule du bon côté pour Philipsen qui devance donc Bidiam Girmay et Søren Verenskold. Les belles places d'honneur pour Anthony Turgis, donc 4e, Matteo Trentin 5e. Le duo de la Groupama FDJ, Clément Russo et Paul Pénoët qui finit 6 et 7e. C'est quand même un top 10 sur un sprint massif du Tour de France, c'est pas mal. D'ailleurs, on a Matteo Jorgensen qui était dans le bon coup, qui finit 8e devant Marius Meyerhofer pour la Tudor et Samuel Watson pour l'Ineos Grenadier.
Les coureurs qui font le bon coup qui sont là. Kevin Vauquelin, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Joseph Blackmore pour Israël Premier Tech. C'est un coureur qui pourrait peut-être viser une bonne place au classement général. Tobias Haaland, Johan Hansen et Henrik Mas. Voilà les gagnants du jour. Les perdants, ils sont dans le groupe réglé par Jonathan Milan. On retrouve donc Tim Merlier et Wout van Aert aussi, qui n'était pas dans le premier groupe pour aider Vingegaard. Il était un petit peu lâché, Van Aert. Et puis on retrouve donc Skelmose, Almeida, Evenepoel, Carlos Rodriguez, Félix Gall, Oscar Only, Primoz Roglic et Florian Lipovic, les deux coureurs de la Red Bull Bora Hansgrohe, Guillaume Martin aussi, Geraint Thomas, Stef Kras, Alexander Vlasov est même un petit peu plus loin à 1 minute. Et puis, surprise, beaucoup plus de temps perdu pour Timen Arensman qui termine à 5 minutes 18. Et pour Michael Storer ou Pavel Sivakov qui perdent beaucoup de temps. Adam Yates également termine à plus de 5 minutes. Et puis, Simon Yates, vainqueur du Giro, termine à 6 minutes et 31 secondes dans un groupe en compagnie notamment de Julien Alaphilippe, de Louis Barré ou de Luc Plapp. 6 minutes 31. Et puis, le dernier du jour, c'est Lenny Martinez. Évidemment, tout seul. Image terrible. On l'a vu arriver tout seul avec la voiture balai derrière lui à 9 minutes et 11 secondes, soit 3 minutes après l'avant-dernier. Journée en enfer pour Lenny Martinez. Mais bon, il a terminé et souvent, après des très mauvaises journées, il s'impose. Donc, qui sait si demain, il ne va pas gagner. Et puis, on n'oublie pas les deux abandons de très beaux coureurs, Filippo Ganna et Stéphane Bisseguer, qui ont tous les deux abandonné pour cause de commotion cérébrale. Et pourtant, ils ont roulé 50 km après leur chute. Donc là, il y a quand même eu un petit bug dans le protocole commotion. Classement général, évidemment, il n'y a pas de bonif en course. Donc, c'est Philipsen qui est maillot jaune. 4 secondes devant Girmay, 6 devant Verenskol et 10 devant Anthony Turgis et tous les autres qui étaient dans le bon coup. Jesper Philipsen qui est aussi en tête du classement par points devant William Girmay et Anthony Turgis. Classement de la montagne, Benjamin Thomas, malgré sa chute au sommet du Mont Cassel, est meilleur grimpeur avec 2 petits points. Le seul autre coureur qui a 1 point, c'est Jonas Vingegaard. Et au classement du meilleur jeune, c'est William Girmay qui finit meilleur jeune. Il compte 2 secondes d'avance sur Søren Verenskol et 6 sur Paul Penouet. Et donc, si toutes les étapes sont comme ça, alors qu'on pensait qu'il ne se passerait pas grand-chose, c'était une folie, ça promet pour les 3 semaines qui nous attendent. Et dès demain, avec l'étape qui arrive à Boulogne-sur-Mer, et un final pour Puncher. 3 ascensions dans les 30 derniers kilomètres, des cols de 3e catégorie, très pentus, court 1 km, mais à plus de 9 ou 10% de moyenne. Et un final en montée. Ce sera compliqué pour les sprinteurs d'être là dans le final. Ils ont raté le coche aujourd'hui. Demain, ça sera plutôt pour les punchers. Les grands favoris, ce seront les meilleurs punchers du monde que sont Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. Avec aussi les Français Vauquelin, Grégoire ou Alaphilippe. J'aurais dit Lenny Martinez, mais vu la journée d'aujourd'hui, ça paraît un peu complexe. Mais voilà, sait-on jamais. Il est souvent un jour sans, un jour avec. Ça promet en tout cas cette première belle étape pour toute la suite du Tour. Et pour la deuxième étape, donc, qui aura lieu dès demain, évidemment. Salut à tous. Salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.